À 5h30, les coups ont commencé contre la porte d'entrée. Pas des coups normaux, des coups de siège, des coups de conquête, comme si quelqu'un essayait non pas d'entrer, mais de prendre possession du lieu. Svetlana, toujours en pyjama, désormais glaciale et parfaitement réveillée, a reposé sa tasse, traversé le couloir et ouvert la porte. Sur le seuil se tenait Lyubov Petrovna, massive, rouge de froid et de colère, les yeux brillants, tenant son énorme sac comme un trophée. Une odeur de terre humide et d'alcool flottait déjà autour d'elle. « Enfin, tu dormais encore ?» a-t-elle lancé en poussant presque la porte de l'épaule. « Regarde ce que je vous ai apporté. Des pommes de terre fraîches du jardin et de la liqueur maison, excellente pour la santé. » Svetlana ne s'est pas effacée. Elle est restée dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas joué la politesse automatique. Elle s'est contentée de la regarder, calmement, comme on regarde quelqu'un qui a déjà trop pris d'habitude, moins fort. Les gens dorment. Et votre fils aussi. Cette phrase a eu l'effet d'un coup de poing invisible. La belle-mère est restée une seconde sans bouger, comme si elle devait recalculer la scène. Svetlana n'était pas censée lui résister si tôt, si frontalement, si froidement. Mais le plus déstabilisant, ce n'était pas le refus, c'était le calme. Plus de nervosité, plus d'excuses, plus de peur. La belle-mère a fini par entrer malgré tout, tirant son sac dans l'entrée. Une pomme de terre a roulé hors du tissu et a laissé une traînée de terre sur le sol. Svetlana a suivi du regard cette petite boule sale qui avançait lentement sur son lino fraîchement nettoyé. Et ce simple détail a suffi à résumer 3 années entières. « Tu as vraiment pris de mauvaises habitudes » a craché la belle-mère. « Je vous apporte des choses et toi tu me parles comme à une étrangère. »« Non » a répondu Svetlana. « Je vous parle enfin comme à quelqu'un qui doit comprendre les limites. » Puis elle s'est retournée, est allée dans la cuisine et s'est resservie du café, laissant sa belle-mère derrière elle avec son sac, sa colère et son sentiment d'être offensée par l'existence même d'une frontière. Le bruit a fini par réveiller Sergueï. Il est sorti de la chambre, les cheveux dans tous les sens, les yeux gonflés de sommeil, sa vieille chemise de nuit mise à l'envers, et il s'est arrêté sur le seuil de la cuisine comme un homme qui sent immédiatement qu'il vient d'arriver au pire moment possible. D'un côté, sa mère fulminante, en train de sortir ses bocaux. De l'autre, sa femme, assise à table, droite, silencieuse, mais visiblement décidée à ne plus céder 1 millimètre. « Maman, qu'est-ce qu'il se passe encore ?» a-t-il marmonné. « Ce qu'il se passe ?» a hurlé Lyubov Petrovna. « Ta femme me manque de respect, Glut. Je viens avec de la nourriture, avec des cadeaux, avec de quoi vous nourrir, et elle ose me parler de marché. » Sergueï a regardé sa femme. Svetlana a simplement haussé les épaules et bu une gorgée. C'était presque plus fort qu'un discours. Elle ne quémandait pas son soutien. Elle n'implorait rien. Elle lui montrait juste la réalité telle qu'elle était devenue. Alors, encore à moitié endormi mais suffisamment lucide pour sentir que quelque chose avait vraiment changé, il a soupiré et dit doucement « Maman, il est 5h30 du matin. » Il n'a pas crié, il n'a pas pris un grand ton. Mais cette phrase, dans sa simplicité, a tout déplacé, parce que pour la première fois, il ne se rangeait pas immédiatement du côté du vacarme. Il nommait l'évidence. La belle-mère s'est tournée vers lui, choquée. « Et alors, je vous apporte de quoi vivre ? On n'a rien demandé, » a ajouté Svetlana. Un silence glacé est tombé dans la pièce. La belle-mère s'est mise à sortir ses bocaux avec des gestes nerveux, à les poser sur la table comme des preuves de son amour bafoué. L'alcool ambré bougeait dans le verre. Les pommes de terre s'entassaient sur la nappe. Et plus elle étalait ce qu'elle croyait être sa générosité, plus le contraste devenait évident. Ce n'était pas de l'aide, c'était une prise de contrôle emballée dans des produits du jardin. Puis, comme souvent chez ceux qui sentent leur pouvoir vaciller, elle a attaqué là où elle savait faire mal. Regarde-la un peu. Les ongles, la jupe, toujours à se regarder comme une star de magazine. Elle te perdra, ton épouse.
elle te mènera à ta perte. Svetlana a lentement levé la main, regardé son vernis fraîchement posé, puis a demandé d'un ton si calme qu'il en devenait presque insolent. « Vous les trouvez jolis, mes ongles ?» Sergueï a failli rire. La belle-mère, elle, est devenue écarlate, complètement déstabilisée, parce qu'une personne qu'on n'arrive plus à blesser est impossible à tenir. Et Svetlana venait de franchir cette ligne. Elle ne se contentait plus de se défendre, elle retournait les armes. La dispute a alors pris une tournure presque absurde. La belle-mère parlait de respect, de sacrifice, du dos qu'elle s'était cassé au jardin, des années passées à tout faire pour son fils. Svetlana parlait de sommeil, d'espace, de dignité, de limites. Sergueï, coincé entre les deux, ressemblait à un arbitre tombé au milieu d'un combat dont les règles avaient été écrites bien avant sa naissance. Mais quelque chose, malgré le chaos, devenait limpide. Ce matin-là, sa mère ne dirigeait plus la scène. À un moment, Svetlana a pris un chiffon, l'a tendu à sa belle-mère, puis a désigné le sol sali par la terre. « Puisque vous êtes déjà levé et si énergique, vous pouvez au moins nettoyer ça. » Cette phrase a frappé plus fort que tout le reste. Pendant 3 ans, Lyubov Petrovna était venue donner des ordres. Pas en recevoir. Elle a regardé le chiffon, puis le sol, puis sa belle-fille, puis son fils. Et dans son regard, on a vu passer l'incompréhension, l'humiliation, la rage, presque l'effondrement d'un monde où elle avait toujours été la figure centrale, celle qu'on supporte, qu'on excuse, qu'on laisse faire parce que c'est la mère. Mais cette fois, personne n'est venu la sauver de ce moment-là. Sergueï a juste détourné les yeux vers la fenêtre. Pas par lâcheté, par fatigue, peut être aussi par vérité. Parce qu'au fond, lui aussi savait que tout cela n'avait que trop duré. La belle-mère a ramassé son sac d'un geste sec. Une bouteille a failli tomber. Elle a bourré les pommes de terre à l'intérieur, mal, à la hâte, avec cette brutalité de ceux qui veulent partir avant de montrer qu'ils ont mal. Puis, elle s'est dirigée vers la porte en marmonnant des phrases sur l'ingratitude, sur les jeunes qui ne respectent plus rien, sur les femmes modernes qui détruisent les familles. Avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois vers son fils, espérant encore peu être qu'il la retienne, qu'il la console, qu'il fasse machine arrière. Mais il ne l'a pas fait. Et ça, c'était la vraie défaite. Elle est partie en claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. Dehors, dans la cour, sa voix a encore retenti, théâtrale, blessée, vengeresse. Si cette sorcière le menait un jour au tombeau, il ne faudrait même pas l'inviter à l'enterrement. Puis, plus rien. Le silence. Enfin, un silence presque irréel. Svetlana est restée debout un instant dans la cuisine, une tasse à la main, à regarder la porte fermée, comme si elle s'attendait à la voir s'ouvrir de nouveau. Mais non. Cette fois, c'était fini. Ou du moins, quelque chose d'essentiel venait de se terminer. Sergueï s'est assis à table. Svetlana lui a servi du café. Ils ne se sont pas parlé tout de suite. Ils n'en avaient pas besoin. Il y avait dans cette cuisine désordonnée, avec quelques traces de terre au sol et une odeur de matin brutal, quelque chose de précieux qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, la paix. Au bout de quelques secondes, il a demandé à voix basse « Tu crois qu'elle nous déteste ?» Svetlana a regardé sa tasse, puis la lumière naissante derrière la fenêtre. « Non, je crois juste qu'elle ne sait pas aimer autrement qu'en envahissant tout. Et peut être que c'était ça, le plus triste. Pas la dispute, pas les cris, pas les pommes de terre, mais cette incapacité à offrir de l'amour sans domination, sans dette, sans mise en scène, sans intrusion. Certaines personnes donnent pour garder le contrôle. Elles arrivent avec des cadeaux, mais elles repartent avec votre énergie, votre paix, votre espace, votre souffle. Ce matin-là, Svetlana avait dit non. Un vrai non. Pas un non poli, pas un non recouvert de rire. Un non adulte, net, coûteux, nécessaire. Le genre de non qui fait trembler les murs, mais qui sauve une vie intérieure.
Plus tard, au marché du quartier, Lyubov Petrovna installait ses pommes de terre sur un étal improvisé, le visage fermé comme un ciel d'orage. Elle pestait contre les jeunes, contre les femmes manucurées, contre ce monde à l'envers. Une voisine l'écoutait d'un air compatissant. Un vieux monsieur s'est approché pour demander le prix. Elle a répondu sèchement, puis s'est tue. Et pendant une seconde, entre deux clients, ses yeux se sont perdus dans le vide. Peut-être a-t-elle revu son fils enfant courant dans la cour avec un bâton comme une épée. Peut-être a-t-elle repensé au temps où elle décidait de tout pour lui, où il dépendait d'elle, où sa présence était incontestable, naturelle, centrale. Et peut-être a-t-elle compris, même fugitivement, que ce n'était pas sa belle-fille qui lui volait son fils. C'était le temps, la vie, l'âge adulte, l'ordre naturel des choses. Mais certaines mères n'acceptent jamais vraiment que leurs enfants aient une maison qui n'est plus la leur, une femme qui n'est pas elle, des habitudes qu'elles n'ont pas choisies. Alors, elles débarquent à l'aube avec des sacs trop lourds, des conseils trop durs et des reproches déguisés en amour, jusqu'au jour où quelqu'un leur ouvre la porte autrement. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce matin-là, parce que Lyubov Petrovna était venue comme elle venait toujours, sans prévenir, sûre d'elle, certaine que tout le monde s'adapterait, qu'on lui préparerait à manger, qu'on supporterait ses remarques, qu'on accueillerait ses sacs, son bruit, son autorité, son chaos. Mais cette fois, sur le seuil, il n'y avait plus une belle fille épuisée prête à courber l'échine. Il y avait une femme debout, une femme privée de sommeil, oui, fatiguée, oui, mais debout. Et parfois, dans une famille, il suffit d'une seule matinée, d'une seule phrase, d'un seul refus prononcé au bon moment pour changer définitivement les règles du jeu. Après cela, plus rien n'est jamais exactement pareil.